je vais vous parler de la mise en œuvre du programme Muscardin en Normandie. Donc juste alors c'est très rapide, hein, normalement tout le monde connaît cette petite boule de poil, mais donc c'est un petit mammifère arboricole donc de la famille des guéridés, essentiellement nocturne, et dont la répartition voilà, est en Europe avec le nord de la Turquie. Et c'est aussi une espèce qui va hiberner pendant plusieurs mois de l'année, en tout cas en France. En Italie, c'est pas forcément le cas. Donc c'est une espèce qu'on va trouver donc, dans les milieux denses, les haies, voilà, ronciers, taillis, qui va consommer des noix, baies, graines, bourgeons, fleurs, etc. Voilà, tout le monde peut retrouver ces informations en tout cas facilement. C'est surtout une espèce qui est protégée par la loi, dont l'état des populations de France, eh ben, c'est un peu compliqué. On a de la présence-absence, mais quel est l'état des populations voilà, on ne sait pas trop. C'est pas forcément une espèce qui est prise en compte par les politiques publiques, hein, je pense que tout le monde peut le constater. Et en Europe, en fait, la situation du muscardin inquiète depuis plusieurs années. Alors, je vous ai mis le cas de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, mais il y a aussi voilà, la Lituanie, la Slovénie, l'Allemagne, etc. Donc là, vous avez des cartes qui sont produites par le National Mouse Monitoring Programme. Donc, je vous parlerai après. Vous avez donc en haut la période 2007-2011 où en fait ils ont des sites suivis un peu partout au Royaume-Uni. Vous avez voilà, les tendances qu'ils arrivent à sortir par site. Donc on voit qu'il y a un peu plus de vert que sur la période qui suit 2011-2013, où ils observent du déclin de population et surtout, eux, ils ont carrément du programme de réintroduction. Donc suite à ça, on s'est posé la question, c'est un peu nos voisins d'outre-Manche. Donc on s'est dit, mince, si chez eux ça décline, qu'est-ce qu'il en est chez nous ? Donc du coup, on n'a pas d'informations sur qu'est-ce qui se passe, à part de la présence-absence. Donc ça serait chouette d'avoir des informations pour essayer justement d'évaluer les tendances d'évolution des populations normandes de muscardin. Si on veut faire ça, il faut mettre clairement, c'est la mise en place d'un projet sur le long terme, hein, ça ne se fait pas en quelques années. Et du coup, on avait le souhait de partir sur un programme porté par les bénévoles de l'association, d'avoir vraiment essayer d'avoir d'avoir vraiment plusieurs sites suivis, donc forcément, il faut pas mal de gens pour investir dans ce programme. Et bien, on s'est tout simplement basé sur ce que font nos voisins d'outre-Manche, qui est porté par une ONG là-bas, qui va définir notre protocole d'études, je en parlerai un peu après. Et donc, du coup, on commence par voir qui c'est qui est motivé, qui a envie de suivre des boîtes pendant plusieurs années. Donc c'est vraiment d'avoir un groupe au moins un petit noyau au départ pour lancer la dynamique. Rechercher les sites d'études, construire des boîtes, parce que c'est un protocole qui se base sur de suivi de nichoirs en bois, hein, c'est plusieurs années. Hein, au départ on est parti sur 5 ans, après on a fait 5 à 10 ans, et maintenant je me dis que ça va être minimum 10 ans en fait, de suivi, pour avoir quelque chose d'intéressant. Et après, faut mettre en place une formation des observateurs, parce que c'est de la manipulation d'espèces protégées, hein, donc on met en place une petite formation, on suit vraiment un peu ce que font les Anglais. Donc on a été formé justement sur l'île de White en 2018 avec Ian White, qui est en photo, pour justement voir comment ils faisaient, voir comment ils formaient aussi leurs observateurs. Et puis mettre en place les suivis scientifiques, donc on a une grille, on a des fiches de relevé de suivi, on a un guide technique qui permet de tout retracer le protocole de suivi. Alors le protocole d'étude, donc c'est la même chose que nos voisins d'outre-Manche. On est vraiment parti sur la même base au départ, parce qu'eux aussi, c'est beaucoup bénévoles, c'est des bénévoles de chez eux qui font ça. On a dit, la Normandie, c'est quand même plus restreint en termes de surface que le Royaume-Uni, donc déjà, si on a une dizaine de sites suivis, ça serait déjà pas mal pour un premier jet, sachant qu'il faut mettre dans l'idéal 50 nichoirs par site, donc ça commence à faire pas mal. Alors eux, ils disent que les suivis de nichoirs doivent être réalisés à minima 2 fois par an, donc soit en mai ou juin, septembre ou octobre pour le deuxième passage, on en reparlera un peu après. Et donc vu qu'on manipule les individus, espèces protégées, donc dérogation pour la manipulation des espèces, des individus. Et pour rechercher les sites d'études, pour installer en tout cas le dispositif, on doit d'abord s'assurer que le muscardin est bien présent. Donc je vous ai mis un petit récap des méthodes assez simples, en tout cas moins chronophages pour essayer de savoir si le muscardin est présent. Donc déjà la base de données du GMN, ça commence par là. Est-ce qu'on a des données récentes de présence du muscardin ? Oui, non. S'il y a des noisetiers, on regarde si les noisettes sont positives. On peut aussi faire de la recherche de nids.
On a testé les tunnels à empreintes et la caméra thermique marche aussi pas mal. Donc je vais vous mettre une petite vidéo, si ça veut bien marcher. Oui, non. C'est pas grave, on va faire différemment. Hop. Pas mal, hein? On a des petits monteurs vidéo au sein de l'association, c'est chouette. Alors, du coup, comment je retrouve mon diapo? Bon, c'est pas grave. On repart depuis le début. Donc voilà, c'est très intéressant. Quand vous n'avez pas de noisetier, c'est sûr qu'il faut trouver d'autres méthodes pour trouver le muscardin. Donc, la caméra thermique, c'est un coût, c'est sûr, mais par contre, c'est très efficace pour aussi recenser pas mal d'autres animaux, hein, forcément. Mais c'est quand même pas mal. Juste quelques chiffres de cette mise en place des sites. Voilà, j'ai pas tout passé en revue, mais voilà, plus d'1 mètre cube de bois, c'est pas mal. On a fait plus de 450 nichoirs. On a voilà, pour les tunnels à empreintes, ils étaient construits maison. Vous avez l'image, notamment ici. Donc on a pris des briques de jus de fruits ou des briques de lait, ça se fait très bien. Ça coûte beaucoup moins cher aussi. Et par contre, c'est un peu chronophage, hein, les tunnels à empreintes, faut passer toutes les semaines, remettre un peu de pigment. Et puis les Anglais considèrent que si au bout de 6 semaines vous n'avez pas d'empreinte, on considère qu'il n'y a pas de muscardin sur le site. Alors je dirais oui, mais si vous avez posé votre tube à empreinte au départ, comme on voit ici, à hauteur d'homme, posez-vous la question si vous êtes dans un habitat où l'activité du muscardin pourrait être un peu plus haut, en fait. On a le cas sur un de nos sites qu'on a validé en mettant en fait à 3 mètres de haut et pas 1,50 m. Donc c'est vraiment des choses à se questionner sur l'habitat qu'on souhaite avant tout. Donc voilà. Vous voyez, ils sont bien motivés, mes bénévoles au milieu, ils étaient contents d'avoir construit des boîtes. Aujourd'hui, on a 8 sites d'études opérationnels. Il y a un seul site aujourd'hui qui ne marche pas, je pourrais vous en reparler un peu plus tard, mais tous les autres, on a ou des nids, enfin on a des nids et des muscardins dans les boîtes, quand on fait nos suivis. Suivant les sites, on peut avoir une occupation très rapide dans les nichoirs. Ça peut être très très rapide, notamment quand on les pose à l'automne où les populations sont un peu plus importantes. Voilà, 15 jours après on avait suivi, bingo, on avait déjà des individus dans les boîtes. Par contre, on a des sites où on a mis 2 ans avant d'avoir ne serait-ce qu'un nid en fait. Donc ça dépend vraiment des sites. On observe surtout nous une fréquentation des nichoirs tout début du printemps. Après, c'est les mésanges qui arrivent qui mettent. Il y a sûrement de la compétition, hein, donc au printemps on a de la mésange plutôt dans les nichoirs. Et les muscardins reviennent à l'automne. Donc au total, depuis 2019, alors j'ai pas compté 2023 parce qu'il y a des suivis cet hiver, mais on a voilà, 93 suivis scientifiques, on a observé 100 muscardins, alors j'ai pas arrondi, voilà, c'est un chiffre rond. Et on observe de la mise bas, donc en fait des jeunes individus dans les nichoirs en automne. Alors juste un petit point sur les différents sites, parce qu'au final, pour ceux qui ne connaissent pas la Normandie, hein, l'ex-Basse-Normandie est encore très très bocagère. Il y a des boisements aussi, voilà. Et en Haute-Normandie, il y a un peu moins de bocage, on est plus sur du bois ou certaines vallées qui sont encore bocagères, mais c'est un peu plus dégradé. Donc au final, on a 3 sites exclusivement bocagés. On a 3 sites à mix de... En fait, on pose ça en ligne dans le bocage, forcément, les boîtes, vous vous doutez bien. Et on respecte cette disposition de ligne, donc en fait, on a des sites on a des lignes sur la lisière de bois et après qui repartent dans le bocage. Et on a des sites exclusivement forestiers. Alors, quelques petits résultats sur la fréquentation des boîtes en fonction des mois de suivi. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'au départ, comme vous pouvez voir, en 2019, on n'avait que 4 sites. On avait fait un suivi en octobre et un suivi en juin. Alors, on s'était dit d'abord, on va tester tranquillement. Alors, donc, c'est un nombre d'individus matures pour une moyenne de 50 nichoirs, ce qui veut dire à peu près en moyenne par site, ce qu'on peut détecter. En 2020, on a dit, bon, on a fait octobre, on va voir ce qu'il y a en septembre.
Et puis 2021, on s'est dit, il n'y a quand même pas beaucoup de monde en juin, on va tester le mois de mai. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que l'hiver 2020-2021 était assez froid et très longtemps. Et on a un peu tardé à nettoyer nos nichoirs en hiver, et au final, on y était au mois d'avril. Et en fait, il y avait des muscardins dans les boîtes en nettoyant les nichoirs. On s'est dit donc, oui, le suivi du mois de juin est peut-être un peu tard, on va venir au mois de mai. Effectivement, on s'est aperçu qu'il y a un peu plus de monde au mois de mai, en tout cas. Et on voit que 2022, bah, vous avez vu, hein, j'ai avancé un peu là aussi quelques sites suivis en avril, et on avait des muscardins en léthargie, hein, souvent la plupart du temps en avril. Mais ce qui fait qu'au final, il y a, quand on fait le ratio, il y a un peu plus de muscardins dans les boîtes en avril. Et pareil pour l'automne, au final, il y a plus de muscardins plutôt en octobre qu'en septembre. Bon, là, c'est des moyennes, hein. C'est vrai que sur les sites, ça peut varier. Donc, présence de MISBA, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt à l'automne dans les boîtes. Et voilà, c'est peut-être la petite anecdote, mais le poids maximum, là, en octobre 2022, on avait un mâle de 34 grammes dans les boîtes. Alors, les MISBA, c'est juste pour vous montrer qu'on observe des jeunes immatures. On considère qu'au bout d'un mois, en fait, généralement, les jeunes vont se disperser, deviennent matures, en fait, donc sont indépendants. Donc suivi, je crois qu'il y a un petit point rouge. Oui. Je vous ai mis quand même le nombre de sites suivis à chaque fois, parce que comme on pose les sites au fur et à mesure, ça évolue un peu, notamment pour les chiffres. Donc on a, sur 4 sites d'études, on a des jeunes, ça devrait le faire. On a des jeunes immatures trouvés dans les boîtes avec soit la maman, soit il n'y a pas l'adulte. On a des portées de 4 à 7 jeunes observés et des naissances surtout qui vont jusqu'à la mi-octobre. Donc ça commence à faire tard, on sait qu'il faut un mois pour qu'ils soient indépendants et on reste en Normandie aussi. Et c'est juste pour vous montrer la différence, notamment à l'automne 2020, 2021, 2022. On voit qu'automne 2021, quelques adultes, on a observé plus d'une vingtaine de jeunes dans tous nos sites. Et à l'automne 2022, on observe qu'il y a beaucoup plus d'individus matures que de jeunes individus, mais en fait tout simplement parce que déjà là c'est septembre, ici c'est octobre, vous avez mis le mot de référence pour aussi comparer. Et en fait dans les individus matures, il ne faut pas oublier qu'il y a les adultes, mais aussi les jeunes qui sont nés plutôt en début d'été, qui sont eux indépendants, qui font leur vie et qui aussi construisent des nids et sont présents dans les boîtes. Je vais avancer un peu quand même, juste pour vous montrer on s'est dit 2 suivis par an c'est bien, mais on veut bien savoir plus quand même. Donc on a commencé des suivis au départ sur toute la période estivale, 2021, 2022, vous voyez, on a un peu étendu la période de suivi, et là mes sites sont carrément suivis toute l'année. Il y avait personne en janvier-février, je vous donne l'info tout de suite. Mais voilà, c'est assez intéressant, et surtout on a vraiment les MISBA observés. Donc ici septembre, pas d'adultes matures dans les nichoirs, mais on avait 7 jeunes qui étaient malheureusement morts, mais au moins c'est des portées de 7. Et vous voyez si en 2022, sur un site, la MISBA observée dans les nichoirs était plutôt en septembre, et sur l'autre site était plutôt en octobre. Donc voilà, après c'est pour montrer aussi l'étendue des MISBA. Je vais vite, mais on peut aussi suivre, s'il n'y a pas d'individu, on peut aussi suivre en fait l'évolution des nids, de la présence de nids dans les boîtes, parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure que la saison avance, au moins il y a de plus en plus de nids qui sont construits dans les nichoirs. Donc ça, pour vous donner une info, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on pourra utiliser en tout cas pour des analyses futures. C'est assez intéressant de voir comment ça évolue au fil du temps. Alors les perspectives pour les prochaines années, c'est la poursuite des suivis. On a un nouveau site, et quand même un objectif de 10 sites au départ, donc on va y arriver. Donc là, dans l'heure qui va être installée prochainement, on a 2 secteurs où j'aimerais bien encore installer des sites d'études, donc suivi mensuel sur une année complète pour plusieurs sites, pour vraiment avoir une idée de l'utilisation des nichoirs en fait, au cours de l'année. Et pas forcément se baser sur ce que font les Anglais, parce qu'au final on a un petit décalage quand même, notamment au printemps. Les bénévoles ont souhait de faire un petit goûter de tout le programme pour discuter de tout ça. Et peut-être une analyse plus fine des résultats dans quelques années. Et surtout, je me rends compte aujourd'hui que j'ai arrêté de dire que c'est pas pris en compte par les politiques publiques en fait. Pourquoi alors je sais pas si c'est lié au fait de monter un programme dans la région, mais d'en parler, forcément quand on va voir des collectivités ou le service de l'État, on dit on a fait ça, on est en train de monter ça. Et du coup, on a la métropole de Rouen là, qui a décidé de prendre le muscardin comme totem.
pour avoir une idée de la fonctionnalité de son bocage. Donc inventaire muscardin sur toute la métropole, là je vous le fais en résumé. Et on a aussi, alors en Normandie, la DREAL a souhaité avoir une connaissance aussi de, on sait le rôle fonctionnel des haies, c'est pas la question. Mais pour l'État, ils ont besoin d'avoir des listes d'espèces par typologie de haies. Je vous le fais court, mais on en est à la DDT de l'Orne qui a souhaité avoir aussi des infos sur les espèces qui fréquentent les haies du département pour en fait tout ce qui est procédure d'arasement de haies, etc., etc. Et le muscardin va être aussi une espèce ciblée pour des inventaires futurs, voilà, pour avoir un peu cette idée de fonctionnalité des haies au niveau du département. Donc, voilà. Alors, rapidement, c'est ça. Et je ne peux pas, voilà, ne pas remercier toutes les personnes investies dans ce magnifique programme, voilà, ainsi que forcément les partenaires financiers. Hein. Et puis, eh bien, merci Mélanie pour cette étude. Pour les questions, petite vidéo. Ah non, elle ne veut pas ça. Ah non, c'est pas fini. Non, c'est pour les questions. Ah, c'est pour les questions. Ah bah, les questions, on y va. Allez, François. Merci Mélanie, c'est une question incidente. J'ai vu sur une des diapositives au début, tu parles de tous les chiffres de travail et tu parles des tiques que vous avez écrasées. Mais est-ce que vous les avez conservées? Non, ils les ont pas conservés. Je peux leur demander si... Mais c'est pas forcément très encombrant, on peut les grouper ensemble et il y a une surveillance des espèces de tiques en France. Il y a celles du sud qui commencent à remonter. Alors, Normandie, c'est loin de la Provence, hein, mais il y a des incidences éventuelles sanitaires qui seraient intéressantes et faciles à surveiller grâce à simplement mettre de côté les tiques et identifier les gens, par exemple. Mais c'est les tiques qui étaient sur les êtres humains ou les muscardins? Sur les gens, je crois. Donc bravo, et j'aurais qu'un seul mot, jaloux. La jalousie pure. Donc on a fait la même chose que vous. On a été visiter White, l'île de White, Monsieur White sur l'île de White, et puis on a été voir leur méthode, on a ramené tout ça. Et donc nous on a déployé 500 nichoirs à muscardin sur 350, bref, peu importe de toute façon. À l'arrivée, il n'y a pas eu de muscardin au bout de 4 ans de suivi. Et donc nous on a arrêté, cette année on a arrêté de faire ce travail. Quoi. Parce que, alors moi je pense que c'est en Bretagne, je pense qu'on a des densités beaucoup plus faibles. Et ok, il est présent, on le détecte, mais les nichoirs ne sont pas occupés. Ou alors il y a plein de trous dans les arbres, en fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça marche pas, ça c'est sûr. On a eu au Wellboat et à vous. Non, ouais, non, mais on a eu. Dans 44. Ouais, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu quelques nichoirs occupés, mais par rapport à au temps de travail, à la pression, aux allers-retours, au bilan carbone, etc., on s'est dit qu'il fallait arrêter parce qu'on n'en tirerait rien. Mais faites-le, hein, par contre. Non, c'est pas. Nous, il y a des sites où ça a mis du temps. Moi, le site qui marche pas, on peut en parler rapidement. Hein, il marche. Enfin, moi, je pense qu'il marche pas. Alors, initialement, c'était un nid découvert à 4 mètres de haut et les footprints ont marché aussi à 4 mètres de haut, n'ont pas marché au sol. On est sur une haie qui est juste. Enfin, c'est une maison en fait. Et sur son jardin, il y a du pâturage, il y a des ânes, tout ça. Et donc, il y a une haie qui borde. Donc, on est en bout de linéaire de haie. Et en fait, c'est de la haie arborée, c'est pas de la haie arbustive. Donc en fait, l'hypothèse, donc là c'est blindé de mulots à chaque fois qu'on y va, hein, on a eu du laireau aussi. Et l'hypothèse là qu'on se dit, plutôt que de le retirer tout de suite du programme, on va monter les nichoirs. Parce que tous les nichoirs de ce protocole-là, en fait, sont mis à 1,50 m. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, c'est pour déjà standardiser la méthode. Ça vous évite aussi tous les problèmes de sécurité quand vous donnez une échelle à des bénévoles hein, pour checker des... Voilà, c'est quand même pas terrible. Voilà, donc et puis surtout le protocole, il est dit de viser principalement les noisetiers. Donc le noisetier, forcément, on va mettre le nichoir à 3 mètres de haut dans le noisetier, c'est un peu compliqué, sauf si c'est un beau pépère, mais sinon c'est un peu trop, avec le vent ça peut vite tanguer. Donc voilà, l'hypothèse qu'on a, c'est de se dire peut-être que les muscardins sont quand même là, mais plutôt en hauteur. Voilà.
Mais ça marche pas, par exemple, sur un site forestier, on n'a pas de herbustif, pas de roncier, et les nichoirs sont à 1,50 m dans du noisetier, et ça marche très bien. En fait. Donc voilà, on a aussi à chaque fois le contre-exemple, donc c'est un peu embêtant. Je suis un peu préoccupé par deux aspects liés à la méthode auxquels vous avez sûrement réfléchi. Le premier, c'est malgré tout la pression de dérangement et donc les problèmes éthiques que ça peut poser, malgré tout, sur des nichoirs. Et le deuxième, c'est que c'est un enrichissement du milieu, finalement, dans certains cas. Et donc, dans quelle mesure est-ce qu'on favorise, voire on artificialise le milieu, et donc, voilà, moi ça me préoccupe éventuellement un peu. Alors le dérangement, en fait, la vidéo y répond. C'est aussi pour ça que je l'ai mise. Je ne sais pas si ceux qui font attention à la date de la première vidéo. Mais en fait, la vidéo, le piège photo a été posé juste après un suivi où il y avait une femelle et ses jeunes. Là, on est déjà à plusieurs jours après et on voit qu'il n'y a vraiment aucun souci. Et les Anglais ont montré ça aussi. Il n'y a aucun souci de dérangement. Voilà, ils sont assez cool, on va dire, sur le fait de pouvoir les manipuler et après, ils font leur vie. Pour l'enrichissement du milieu, effectivement, ça a été montré sur tous les sites suivis en Lituanie, en fait. Jusqu'à Haïti, ça a montré que sur un site forestier, alors c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir, ils ont des grilles, voilà, les nichoirs sont posés en grille. Ils font des suivis depuis des dizaines d'années, eux, donc voilà, on n'en est pas là. Et en fait, sur une année, ils ont densifié les nichoirs sur un secteur du boisement. Ils ont montré effectivement qu'il y avait plus de détection. L'hypothèse, c'est que effectivement, on pourrait augmenter la population en mettant des nichoirs. Ça, c'est voilà, en secteur forestier. Moi, je suis sur du biocagé principalement. Clairement, ils n'ont aucune info sur le bocage et comment ça fonctionne en milieu bocager, le muscardin. C'est ça, c'est l'info qui est aussi intéressante, c'est qu'au final, ils étudient tout en forêt, mais pas en bocage. Donc voilà, quid de ce qui se passe. Peut-être qu'un jour, on y répondra. Aujourd'hui, on peut se poser la question. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des sites... Alors voilà, j'ai toujours des contre-exemples, donc c'est assez perturbant, mais j'ai 2 sites qui sont bocagés tip-top. Donc vous avez du roncier, voilà, de l'aubépine, du noisetier, enfin tout ce qui va bien. Et j'ai 2 dispositifs posés dans 2 sites différents. Alors effectivement, ils ne sont pas au même endroit. J'ai un site où j'ai juste au printemps un adulte, quand j'ai de la chance, 2. Et à l'automne, j'ai souvent c'est des jeunes de début d'été qui sont dans les nids et j'ai pas d'autre chose en fait. Et même on a passé 2 ans sans muscardin. On a retrouvé un à l'automne dernier. Donc au final, on peut se demander ce qui se passe. Et sur un autre site, et ben là j'ai fréquentation plus, même de la repro dans les boîtes. Et on se dit, bah oui, mais quelle est la différence entre les 2 sites? Est-ce que c'est pas une histoire de densité de population? Est-ce que c'est une histoire de... Voilà, parce qu'en fait, ils peuvent faire les nids où ils veulent. Enfin, il y a clairement, l'habitat est vraiment top. Voilà, qu'est-ce qui distingue ces 2 sites? Je sais pas encore la réponse. Je sais pas si je l'aurai, mais ça pose question en tout cas. Très bien. Alors peut-être on arrête ou... Alors une question très courte et puis ensuite c'est la pause café. Une réponse courte. Après il y a la pause café donc. C'est que dans le cadre du programme GMV, moi je suis un site sur la Loire-Atlantique qui, contrairement au site breton, fonctionne. Et du coup je voulais savoir comment vous gérez les nids de mésanges. Est-ce que vous les enlevez après, est-ce que vous faites une relève d'entretien? Parce que nous c'est ce qu'on fait parce qu'en fait ça dégueulasse les nichoirs, mais on les enlève bien après que les mésanges, parce qu'il y a 90 à 95% d'occupation des mésanges. Non, au printemps c'est assez fou, les mésanges utilisent... Et nous ce qu'on observe au printemps aussi, c'est que maintenant nos nichoirs ils sont retournés, on a la marthe qui passe aussi, ou d'autres mustélidés qui s'amusent à consommer les mésanges. Du coup on a un système pour pas qu'elle aille. Ouais, c'est ça. Nous aussi on sécurise encore plus les nichoirs quand on a de la marthe qui passe. Les Anglais disent en fait qu'il faut tout enlever sauf les nids de muscardin dans l'année. Donc effectivement quand il y a niché, on va quand même laisser les oisillons aller jusqu'au bout, c'est pas l'idée. Mais tout ce qui est nid de mulot, enfin tout ça, dès qu'il y a... Alors mulot on vire systématiquement du coup, sauf s'il y a... Et les mésanges on attend qu'ils aient fini et on nettoie aussi, on peut pas... voilà, c'est pas le but de l'étude. On fait pareil. Très bien, on va arrêter là cette première session.